Fairhaven, petite ville du Vermont, n'a rien à envier à la quiétude de la campagne environnante. Même si la violence n'a jamais vraiment fait partie de leur quotidien, les habitants de Fairhaven ont toujours plaisanté sur le fait que Sheila Rockwell et son fils de 17 ans, Chris Markey, vivaient dans le lieu le plus sûr de la ville, à une trentaine de mètres à peine du commissariat. Mais tout cela va changer un après-midi de mars 1998. Quelqu'un a frappé à la porte. C'était un coursier du PS. Il m'a tendu un paquet, j'ai regardé de qui il provenait et j'ai vu qu'il avait été expédié par une certaine Samantha Brown. Ce nom ne me disait rien. Je suis donc allé remettre le colis à Chris. Chris est alors assis à son bureau dans sa chambre et ne connaît pas plus de Samantha Brown que sa mère. Il ouvre la boîte, à l'intérieur de laquelle se trouve une autre boîte plus petite entourée d'une ficelle. Il coupe la ficelle et c'est l'explosion. J'ai réalisé que j'avais été touchée quand j'ai senti que je n'avais plus de doigts. J'ai essayé de me traîner jusqu'à Chris, que j'entendais gémir, et c'est là que j'ai compris que mon genou ne répondait plus et que je ne pouvais plus bouger. L'inspecteur Ray Vigor entend l'explosion et se rend immédiatement sur les lieux. J'ai emprunté le petit couloir qui mène au salon. Je suis entré dans la pièce, et là j'ai vu quelque chose qui dépassait du vestibule. Le jeune Chris gisait là, en travers, le corps sortant à moitié du vestibule. Sheila et Chris sont transportés d'urgence à l'hôpital. Un gros débris de bombe a blessé Christopher Markey à la jambe et lui a perforé la cuisse. L'artère fémorale a été touchée et il a fait une hémorragie. Je n'arrêtais pas de demander « Où est Chris? Où est Chris? Comment va-t-il » Le docteur Hartman est entré, il a posé sa main sur la mienne et c'est là qu'il m'a annoncé que Chris avait succombé à ses blessures. La seule chose dont je me souvienne, c'est d'avoir hurlé. Ensuite, ils m'ont endormi. Les débris de bombes retrouvés sur les lieux de l'explosion vont révéler qu'il s'agit d'un tuyau piégé, arme favorite des terroristes amateurs. De minuscules écrous hexagonaux en laiton étaient fixés tout autour de la bombe afin d'en rendre l'impact plus dévastateur. Savoir qu'un crime aussi violent, aussi atroce, est le fruit d'une rencontre fortuite avec la mauvaise personne, au mauvais moment, ne fait qu'ajouter au tragique du destin de la victime. L'adresse de l'expéditeur du colis est celle de Samantha Brown, domiciliée à Bucyrus, dans l'Ohio. Les vérifications opérées par la police révèlent que l'adresse et l'identité sont fausses. Chris Markey a 17 ans au moment des faits. Il a abandonné ses études et mène une vie solitaire. Atteint d'une affection oculaire, l'adolescent perd peu à peu la vue. Il passe le plus clair de son temps enfermé chez lui et a peu d'amis. Pourtant, quelqu'un a bien voulu le supprimer. Mais qui? Le colis a été expédié de l'Ohio. Il est adressé à C.B. Shack, à l'attention de Chris Markey en personne. C.B. Shack est une petite affaire que Chris gère de chez lui. Il vend des radios CB et autres équipements de camions via Internet. On ne peut pas vraiment parler de commerce. Il traitait essentiellement avec des gens du coin, des amis dont il réparait les radios. Il devait également traiter avec des personnes l'ayant entendu faire de la pub pour ses bons tuyaux. Et ça ne dépassait pas vraiment le cadre de la région. Chris Markey, jeune homme malvoyant de 17 ans, a été tué par une bombe dissimulée dans un paquet. Et sa mère a été grièvement blessée. Qui a commis cet acte odieux? Qui a pris la peine de confectionner un engin infernal destiné à tuer et à mutiler à distance? Alors, déterminer le type d'explosif et la nature du détonateur fournira de précieuses informations aux enquêteurs. Définir les motivations de l'auteur de l'attentat est également déterminant. Or, dans le cas qui nous intéresse, les policiers découvrent que Chris Markey ne faisait pas toujours preuve de loyauté envers ceux qui lui achetaient des radios par correspondance. Le meurtrier figurerait-il au nombre de ses clients grugés?
Je crois bon de préciser que Christopher Marquis n'a pas toujours été honnête en affaires avant d'être assassiné. Chris Marquis s'est fait des ennemis en n'honorant pas ses contrats d'achat et de vente de matériel CB et d'équipements divers. Les clients expliqueront à la police que Chris leur promettait un certain modèle de radio CB, mais qu'après avoir reçu le paiement, il leur expédiait un appareil meilleur marché. Il est bien évident que certains n'ont pas dû apprécier d'être floués, ce qui a naturellement conduit les enquêteurs à rechercher et à interroger ces personnes afin de déterminer si l'une d'elles pouvait lui en vouloir au point de commettre un acte criminel d'une telle violence. Pour les enquêteurs, les centaines de clients deviennent autant de suspects. Ils découvrent que le colis a été expédié par UPS de Mansfield dans l'Ohio et que le nom et la ville qui figurent sur l'adresse de l'expéditeur sont faux. Sur les lieux du crime, les enquêteurs vont alors ratisser les débris en quête de preuves. Nous devions procéder à une fouille minutieuse. Nous avons donc passé chaque pièce au peigne fin à la recherche du moindre élément de preuve. Un fil, un outil, un écrou. Nous avons mis le nez dans la poussière et exploré chaque pièce une à une. Les experts en explosifs affirment que chaque bombe est unique, qu'elle porte toujours la signature de son auteur. Et la bombe qui a tué Chris Marquis en porte une toute particulière. Nous avions notamment appris sur les lieux du crime que des petits écrous hexagonaux en laiton avaient servi à la fabrication de l'engin explosif qui avait tué Chris Marquis. Les agents du FBI et de l'ATF qui procédaient à la perquisition recherchaient donc des écrous physiquement comparables à ceux retrouvés dans la bombe. Les enquêteurs vont également retrouver des fragments du polystyrène utilisé pour emballer la bombe et un reliquat de la pile qui a servi à l'actionner. Ils vont aussi parvenir à identifier la composition chimique de la poudre explosive. Le problème, c'est que n'importe qui a pu se procurer ces articles dans n'importe quelle quincaillerie ou armurerie. La mort par colis piégé de Chris Marquis fait la une de l'actualité nationale. Le témoin a pris conscience qu'il détenait des informations importantes pour les forces de l'ordre. C'est à ce stade de l'enquête qu'il a pris contact avec les autorités pour leur dire ce qu'il savait. L'informateur confie aux enquêteurs qu'un routier international originaire de l'Indiana, Christopher Dean, a été très contrarié par l'achat d'une radio CB sur Internet. Ce témoin a déclaré au FBI avoir assisté à une discussion avec M. Dean, lors de laquelle ce dernier aurait évoqué un litige avec un jeune homme du Vermont à propos de la vente d'une radio CB. Apparemment, l'homme aurait menacé de se rendre dans le Vermont pour régler son compte à M. Marquis. Interrogé, Dean va confirmer. Il a bien acheté une radio CB d'un montant de $400 à Chris Marquis et celui-ci lui a expédié un modèle bas de gamme. M. Dean était très remonté, au point que sa femme a appelé Christopher Marquis pour lui indiquer que son mari était très mécontent, qu'il risquait de lui rendre une petite visite dans le Vermont et que s'il faisait le déplacement, ce ne serait pas pour rien. Il n'arrêtait pas d'appeler à la maison, et c'est souvent moi qui décrochais. Il demandait à parler à mon fils. Chris disait « je ne suis pas là ». C'était la consigne. Il refusait de répondre au téléphone. Sheila reconnaît que son fils n'a pas restitué l'argent de Dean. Mais Dean nie avoir envoyé la bombe. Son casier judiciaire est vierge et il vit dans l'Indiana. Or, le colis a été expédié de l'Ohio. On le décrivait comme quelqu'un de travailleur, de fiable, d'honnête, entouré d'une famille aimante. Il avait beaucoup d'amis et de voisins qui voyaient en lui un homme de confiance, généreux et sans histoire. Armés d'un mandat, les enquêteurs vont perquisitionner le domicile de Christopher Dean, suspect numéro 1 de l'attentat qui a coûté la vie à Chris Marquis. On va fouiller partout où on est censé pouvoir trouver un écrou hexagonal, une pince à linge en bois, des punaises, des piles.
n'importe quel matériau isolant. On va prélever de la poussière sur la moquette, chercher de la poudre, tout ce qui est susceptible de contenir une trace quelconque de poudre explosive. Dans le sous-sol de Christopher Dean, il découvre des écrous hexagonaux semblables à ceux utilisés pour fabriquer la bombe meurtrière. Afin de déterminer s'il s'agit du même modèle, les experts vont recourir à une technique dite de spectroscopie d'émission atomique de plasma. Ils vont prélever des échantillons sur les écrous de la bombe et sur ceux récupérés au domicile de Dean. Ces échantillons vont être dissous dans une solution chimique neutre que l'on va ensuite vaporiser à très haute température. En fonction du composant, selon qu'il s'agit de zinc ou de cuivre par exemple, la vaporisation va s'opérer à différentes vitesses et tout le processus sera supervisé par ordinateur. Les résultats amèneront les enquêteurs à conclure que les écrous présentent la même composition chimique. L'explosion d'un colis piégé ne consume pas entièrement ses composants. Au contraire, elle projette alentour la plupart des morceaux, ne détruisant réellement qu'environ 1/20 de l'emballage et du mécanisme. Les fragments susceptibles de porter des traces d'explosifs sont d'abord examinés au microscope pour étudier les formes des particules de résidus. Puis, ils sont soumis à des tests réactifs chimiques. Le boîtier et le détonateur peuvent conduire les enquêteurs chez leur fabricant. Par exemple, dans l'attentat de Lockerbie, qui causa en décembre 1988 la mort des 259 passagers de l'avion de la TWA et d'une dizaine d'habitants du village écossais. Eh bien, un minuscule morceau de circuit imprimé aida à remonter la piste du terroriste libyen. Nous avons retrouvé des écrous de composition métallurgique identiques chez M. Dean. Ils étaient stockés dans un récipient près de l'établi où nous présumons que la bombe a été fabriquée. La fouille du reste de la maison va se révéler bien plus fructueuse encore pour les enquêteurs. Ils vont y retrouver le même type de fil électrique que ceux du détonateur de la bombe, le même type de tuyau que celui qui a servi à la constitution de l'engin, et le même type de matériaux d'emballage en polystyrène rangés dans le garage. Cette bombe artisanale a été fabriquée avec de la poudre sans fumée, et cela fait partie des choses que nous recherchions précisément. Mais curieusement, nous n'avons retrouvé aucune boîte de poudre. Mais dans la cuisine, les enquêteurs repèrent un petit entonnoir en plastique qui pourrait les mener sur la bonne piste. On voyait distinctement que de la poudre avait transité par cet entonnoir. La poudre est alors analysée à l'aide d'un microscope électronique à balayage qui va permettre d'en révéler la composition chimique par rayonnement. Cet échantillon sera ensuite comparé à la poudre relevée sur les lieux de l'attentat. Les résultats mettront en évidence qu'il s'agit de deux échantillons de poudre sans fumée, présentant tous les deux une concentration de nitroglycérine de 17%, associée à un agent stabilisant, la nitrocellulose. La poudre sans fumée correspond bien à celle prélevée sur la bombe, ainsi qu'à celle que nous avons retrouvée à l'intérieur de sa maison. Mais un problème subsiste. Tout le matériel retrouvé au domicile de Dean est en vente libre dans n'importe quel état du pays. Ni la poudre, ni le tuyau, ni les écrous hexagonaux ne présentent de quelconque singularité ou de caractéristiques distinctives. Les enquêteurs savent que les éléments de preuve les plus insignifiants sont parfois les plus probants et retournent donc sur les lieux de l'explosion. Parmi les milliers de débris, ils repêchent une pile de 9 volts très abîmée. À l'aide d'une loupe, les enquêteurs parviennent à distinguer une série de chiffres et de lettres inscrites sur une face. 3G24G205. Ils contactent le fabricant qui leur explique qu'il s'agit d'un numéro de lot identifiant la date et le lieu d'assemblage du produit. Au domicile de Christopher Dean, les enquêteurs retrouvent un paquet de piles 9 volts de la même marque, ouvert, avec une pile en moins. Le numéro de lot qui figure sur les piles neuves est identique à celui déchiffré sur la pile qui a servi à faire exploser la bombe. Ce numéro de lot atteste que les piles ont été fabriquées le même jour sur la même chaîne de montage. Les procureurs vont trouver la preuve que Christopher Dean a bien commandé une radio CB à Chris Markey et lui a bien envoyé un chèque de 400 $.
Mais Marquis lui a retourné un produit meilleur marché que celui qu'il avait commandé. Dans cette affaire de meurtre, M. Dean semble malheureusement avoir agi sous le coup de la colère, ne supportant pas que Christopher Marquis l'escroque d'une radio CB à $400. Les enquêteurs doivent encore analyser une chose au domicile de Chris Dean, son ordinateur. Une expertise informatique va apporter la preuve que Dean a récemment téléchargé des documents expliquant comment fabriquer une bombe artisanale. Si un enquêteur cherche à prouver qu'un individu a bien effectué des recherches de matériaux sur Internet pour fabriquer une bombe artisanale, il n'aura aucun mal à retrouver l'historique des recherches, surtout si l'individu en question n'est pas doué pour brouiller la piste. Dans le disque dur de l'ordinateur a été conservée une copie de l'étiquette utilisée pour expédier le colis piégé. Sur cette étiquette figure la même fausse adresse que celle inscrite sur le paquet qui contenait la bombe. Monsieur Dean a bien tenté d'effacer le fichier, mais une sauvegarde est restée en mémoire. Il pensait certainement avoir brouillé les pistes et effacé tous les fichiers, mais lors de l'impression, l'ordinateur a généré un second fichier imprimante et c'est cette copie que l'on a retrouvée. Ce serait une étrange coïncidence que quelqu'un d'autre ait inventé exactement le même nom et la même adresse que ceux retrouvés sur l'ordinateur de Christopher Dean. Cette étiquette a pour moi valeur d'empreinte informatique. Nous tenons là la preuve irréfutable que cette bombe a quelque chose à voir avec cette maison. Que quelqu'un a créé l'étiquette d'adresse du colis piégé au domicile de Dean. Quand un document a été effacé, même de façon sécurisée, une partie de son contenu peut subsister dans le fichier tampon. Mais il n'y restera pas indéfiniment. Chaque fois qu'un ordinateur est allumé, il remplace les anciennes données du tampon. Heureusement. Il existe des solutions techniques permettant, avec un équipement spécialisé, de dupliquer le contenu d'un disque dur sans allumer l'ordinateur qui le contient. Cette approche a aussi un autre avantage. Elle évite de manipuler des preuves qui pourraient être réfutées ensuite par l'avocat de la défense. Christopher Dean est arrêté et accusé de meurtre au premier degré. Les procureurs détiennent tout un faisceau de preuves attestant que Dean a choisi de résoudre son différend avec Chris Marquis par la violence. En confectionnant sa bombe, Dean s'est servi sans le savoir d'une pile de 9 volts marquée de la date et du lieu de sa fabrication, et qui plus est identique à celle retrouvée chez lui. Les registres de la société de M. Dean révèlent que celui-ci se trouvait précisément à Mansfield dans l'Ohio le jour de l'envoi du colis mortel. Nous sommes même allés plus loin. Le témoin du service UPS de l'Ohio a formellement identifié l'expéditeur du colis en la personne de Christopher Dean. Nous avons comparé l'écriture qui figurait sur le reçu UPS avec celle de M. Dean, et des experts en graphologie ont confirmé qu'il s'agissait d'une seule et même personne. De son côté, Dean ignorait qu'il avait affaire à un adolescent. Ils communiquaient via Internet et un peu par téléphone, si bien qu'ils ne se sont jamais rencontrés. M. Dean ne savait pas à quoi ressemblait M. Marquis, ni qu'il s'agissait d'un garçon de 17 ans. En février 2000, Christopher Dean plaidera coupable de meurtre au premier degré et sera condamné à perpétuité sans possibilité de liberté conditionnelle. Pour Sheila Rockwell, cette peine est une bien maigre consolation. Elle qui, encore aujourd'hui, porte les cicatrices de la bombe qui a tué son fils. Elle boite à cause de l'éclat qui lui a transpercé la jambe. Elle ne recouvrera jamais l'usage de ses doigts sectionnés lors de l'explosion. Mais par-dessus tout, elle porte le deuil de son fils de 17 ans. Pourquoi? Comment peut-on en arriver là pour une radio CB? Si seulement j'avais su. J'aurais essayé de raisonner Dean. Je l'aurais payé pour la radio, je lui en aurais envoyé une autre,
ce qu'il voulait. Mais un tel coup de folie était imprévisible. À l'heure où je vous parle, je m'interroge encore sur ce qui peut pousser quelqu'un à vouloir éliminer une personne qu'il n'a jamais vue au seul motif qu'il s'est fait arnaquer de quelques centaines de dollars. Dans cette affaire, les enquêteurs auront réussi à prouver des faits que Christopher Dean pensait improuvables. L'homme était convaincu que n'ayant jamais mis les pieds dans le Vermont, ni rencontré Chris Markey de sa vie, personne ne ferait le rapprochement. C'était sans compter sur les prouesses de la médecine légale. Les matériaux utilisés pour fabriquer la bombe, les numéros de lot inscrits sur les piles, les fausses coordonnées retrouvées dans son ordinateur ne laisseront finalement aucun doute quant à sa culpabilité dans le meurtre de Chris Markey. Nous avons réuni beaucoup de preuves dans cette affaire, mais à mes yeux, ce sont les preuves médico-légales qui ont été déterminantes dans la procédure d'inculpation. Et nous n'avions pas un seul, mais de multiples éléments de preuves scientifiques. C'est incroyable. La façon dont ils ont identifié l'emballage, le polystyrène, la bombe, tout ce qui entrait dans la fabrication de l'explosif, les écrous, la façon dont ils ont remonté la piste jusqu'au fabricant. Je n'aurais jamais cru la science capable de telles prouesses. Christopher Dean, l'auteur du colis piégé, ignorait que Chris Markey, sa future victime, était un adolescent de 17 ans vivant chez sa mère et atteint d'une maladie ophtalmologique incurable. Dans les correspondances qu'il entretenait par courrier électronique, le jeune homme se faisait passer pour un père de famille de 27 ans, propriétaire d'une boutique dans le Vermont. Cela, naturellement, n'atténue en rien la sauvagerie de l'attentat. Lorsque le colis piégé fut déposé à l'adresse des Markey, Chris était en train de s'entretenir par Sibi avec Cindy, sa petite amie. Il l'informa qu'il venait de recevoir un paquet dont il ignorait l'identité de l'expéditeur. Et en matière de plaisanterie, écoutez bien, la jeune fille lui recommanda de se méfier car le colis pouvait contenir une bombe. C'est donc en riant que Chris entreprit de se défaire de l'emballage et qu'il reçut de plein fouet la charge explosive qui lui sectionna l'artère fémorale et le vida de son sang en quelques minutes.